Bonsoir et bienvenue, à l'heure où les ombres s'allongent et que le monde moderne ralentit un instant sa course effrénée. Ce soir, je vous invite à un voyage. Un voyage dans le temps, bien sûr, mais surtout un voyage dans les méandres les plus sombres et les plus éblouissants de l'âme humaine, là où le plaisir côtoyait le danger, et la convivialité la conspiration. Imaginez que vous vous tenez sur le seuil d'une immense villa patricienne, à l'heure du crépuscule romain. L'air est lourd des parfums des jardins en fleurs, de la fumée douceâtre des torchers, et d'une promesse indistincte de splendeur. À travers les colonnades de marbre poli, vous entendez déjà la symphonie des rires, le tintement des coupes en argent, le murmure des conversations et la mélodie lancinante d'une lyre. Des esclaves, vêtus de tuniques immaculées, se hâtent, portant des plats débordants de mets exotiques, des amphores de vin rares. Ce n'est pas une simple invitation à dîner que nous avons reçue ce soir. C'est un laissez-passer pour un monde où le banquet n'était pas qu'un repas, mais une scène. Une scène de pouvoir, d'ostentation, de cruauté parfois, et d'une décadence si poussée qu'elle en devint presque un article. Imaginez-vous glissant parmi les convives, observant les visages des sénateurs aux toges richement brodées, des généraux aux cicatrices honorables, des dames aux coiffures exubérantes et aux bijoux scintillants. Leurs sourires sont larges, leurs paroles enjouées. Mais sous le vernis de cette perfection sociale, une tension subtile palpite. Un regard trop long, un geste trop vif, un plat trop tentant. Et si le festin n'était qu'une danse délicate entre la vie et la mort ? Si chaque gorgée de vin, chaque bouchée de nourriture portait en elle la promesse d'une fin ? Nous allons démêler les fils complexes de cette époque où le poison se faisait une place à la table des empereurs, où les orgies n'étaient pas que des mythes, et où le secret était la monnaie la plus précieuse. Nous explorerons la genèse de ces festins, leur apogée éblouissante, et la lente, inexorable spirale qui les a transformés en symboles d'une civilisation à bout de souffle. Ce n'est pas l'histoire aseptisée des manuels que je vais vous raconter, mais une immersion dans la chair et l'esprit de ceux qui ont vécu ces moments. Leurs peurs, leurs ambitions, leurs délices les plus fous. Comprenez-vous maintenant l'attrait et la terreur de ces repas ? Leurs étranges secrets ? Préparez-vous. Commençons. Astérisque, astérisque, astérisque. Nos pas nous mènent d'abord bien avant l'éclat des banquets impériaux, aux racines mêmes de ce qui allait devenir Rome. Loin des marbres polis et des soies chatoyantes, nous devons nous enfoncer dans une Italie primitive, une terre de collines âpres et de vallées fertiles, balayées par les vents changeants. Au fil des saisons, le soleil brûlant de l'été laissait place aux pluies hivernales et la terre gorgée d'eau nourrissait une nature généreuse mais exigeante. C'est ici, sur les rives du Tibre, qu'une modeste communauté latine émergea, loin de toute prétention à la magnificence. Leurs repas étaient simples, rustiques, une affaire de survie et de communion. Imaginez ces premiers Romains, des agriculteurs et des guerriers, le visage buriné par le soleil et le vent, partageant un bol de astérisque pouls astérisque, une bouillie épaisse de céréales, assaisonnée parfois d'herbes sauvages ou d'un peu de fromage de chèvre. Leurs mains rugueuses brisaient le pain d'épeautre, leurs yeux cherchaient la sécurité du clan. Le feu crépitait au centre de la hutte, projetant des ombres dansantes sur les visages. Leur repas n'était pas un luxe, mais une nécessité vitale, un rituel quotidien qui renforçait les liens familiaux et le respect des dieux. À cette époque archaïque, la distinction entre la nourriture sacrée et profane était ténue. Chaque récolte, chaque bête abattue était l'occasion de remercier les divinités protectrices du foyer et des champs. Un petit morceau de viande, une libation de vin grossier, était offert aux lards et aux pénates avant que la famille ne partage son maigre festin. La modestie était une vertu, la frugalité une nécessité. Les plus anciens des Romains, comme Cincinnatus, quittant sa charrue pour sauver la République, incarnaient cet idéal d'humilité et de dévouement. Leur astérisque Sénat astérisque, le repas principal du jour, était pris en fin d'après-midi, après le labeur des champs, et se composait principalement de légumes, de céréales, et plus rarement, de viande. L'eau était la boisson la plus courante, le vin dilué réservé aux occasions spéciales. La nourriture n'était pas un divertissement, mais le carburant d'un corps et d'un esprit dédié à la astérisque virtu astérisque. Le courage, la discipline, l'intégrité. Pourtant, même dans cette simplicité apparente, les germes d'une hiérarchie étaient déjà présents. Le astérisque pater familia astérisque, le chef de famille, présidait le repas, sa femme et ses enfants autour de lui. La position à table, le premier service, le meilleur morceau, tout cela codifiait déjà l'ordre social, même si les différences étaient alors minimes. L'hospitalité était une valeur cardinale, un pacte sacré entre l'hôte et l'invité, même le plus pauvre. Offrir le gîte et le couvert n'était pas qu'une simple courtoisie, c'était un devoir moral et religieux, sous le regard vigilant de Jupiter hospitalier. Ce sont ces fondations, ancrées dans la terre, dans le respect de la famille et des dieux, qui allaient servir de socle à une civilisation qui, des siècles plus tard, oublierait parfois la modestie de ses débuts, au point de la subvertir entièrement.
Les siècles passèrent. Le modeste village grandit, devint une cité, puis une puissance dominante dans le Latium, et finalement, le cœur d'une république audacieuse. La guerre, omniprésente, façonna son destin et son caractère. Chaque victoire apportait de nouvelles terres, de nouvelles ressources, et surtout, de nouvelles influences. Les Étrusques, au nord, avec leurs banquets élaborés, leurs musiciens et leurs danseurs, commencèrent à infuser un sens du faste qui contrastait avec l'austérité romaine. Puis vint la confrontation avec les Grecs, à travers la Magna Graecia dans le sud de l'Italie. Là, les Romains découvrirent une culture du raffinement, de la philosophie, de la gastronomie et de l'art de vivre qui allait progressivement ébranler leurs anciennes traditions. Ces influences étrangères ne furent pas immédiatement adoptées. La vieille garde romaine, les Catons l'ancien de ce monde, se cramponnait à la *mos maiorum astérisque, les coutumes ancestrales, dénonçant la mollesse et le luxe importé comme des menaces à la vertu républicaine. Ils raillaient les Grecs pour leur habitude de s'allonger sur des lits pour manger, une pratique que les Romains considéraient initialement comme efféminée. Les banquets grecs, avec leurs symposia axés sur la discussion philosophique et le vin, semblaient frivoles face à la gravité du repas romain. Mais la richesse, l'afflux d'esclaves, de produits exotiques et de nouvelles idées étaient des courants trop puissants pour être longtemps contenus. C'est à cette époque que l'organisation du repas commença à se transformer. Le triclinium astérisque, la salle à manger avec ses 3 lits de table disposés en U, fit son apparition, d'abord chez les élites, puis se répandit. Manger allongé devint le signe distinctif du convive de haut rang, tandis que les esclaves et les personnes de statut inférieur restaient assis ou debout. Ce n'était pas une transformation soudaine. Il faudrait des générations avant que les banquets romains n'atteignent leur pleine démesure. Mais les fondations étaient posées. La graine de la décadence, ou du moins celle de l'ostentation et du plaisir, avait été semée dans le terreau de la frugalité romaine. Le climat politique et social allait s'adoucir, et les fortunes s'accumuler, permettant à cette graine de s'épanouir en un arbre immense, aux fruits parfois empoisonnés. Les années passèrent, emportant avec elles les scrupules des premiers temps. Au moment où la République romaine embrassait son destin impérial, après des siècles de conquêtes incessantes, le monde s'agenouillait devant elle. Les richesses des provinces affluaient vers Rome comme les affluents vers le Tibre, transformant la cité de briques en une ville de marbre. Cette nouvelle ère d'abondance et de puissance allait forger l'âge d'or du banquet romain, le faisant passer de la simple convivialité au spectacle extravagant, au théâtre du pouvoir. C'est durant cette période que le repas devint une véritable performance, un outil de statut social et politique, capable d'élever ou de ruiner la réputation d'un homme. Le banquet, ou convivium astérisque, de cette époque était une affaire sérieuse. Il commençait généralement en fin d'après-midi, s'étirant parfois jusqu'à l'aube. L'hôte, souvent un homme politique ambitieux ou un riche patricien, s'attachait à impressionner ses invités par l'opulence de son décor, la rareté de ses mets et la qualité de ses divertissements. Imaginez-vous un instant dans le triclinium astérisque d'une villa à Pompéi ou à Rome, les murs ornés de fresques vibrantes, les mosaïques chatoyantes sous la lumière des lampes à huile. Les lits de table, richement rembourrés et drapés de tissus précieux, pouvaient accueillir 3 personnes chacun, et la composition des groupes était minutieusement orchestrée pour maximiser l'influence et la conversation. Les convives se déchaussaient, leurs pieds étaient lavés par des esclaves, puis ils s'allongeaient sur le côté gauche, le bras tendu vers la table basse centrale. La nourriture elle-même était une ode à l'excès et à l'ingéniosité culinaire. Le repas se déroulait en 3 parties distinctes. D'abord, la gustatio astérisque, l'entrée, conçue pour aiguiser l'appétit avec des plats légers et stimulants. Œufs, salades, fruits de mer, olives, champignons. C'était l'occasion de servir des vins miellés ou très doux. Puis venait prima mensa asterisco. Le plat principal, le cœur du festin. C'est là que l'extravagance atteignait son apogée. Des pans rôtis, des langues de flamand rose, des loirs farcis, des poissons exotiques apportés des lointaines côtes africaines, des huîtres par centaines. La viande était abondante, mais souvent déguisée ou présentée de manière fantaisiste. Un sanglier entier farci d'oiseaux vivants, une truie gravide cuite avec ses fœtus. Chaque plat était une démonstration de richesse, une preuve que l'hôte pouvait se permettre l'impossible. Le goût, bien sûr, était important, mais la surprise et la démesure l'étaient peut-être davantage. Enfin, la sequinda mensa astérisque, le dessert, clôturait le repas avec des fruits frais, des pâtisseries sucrées au miel, des dattes farcies et des noix. Le vin coulait à flot, souvent fort et pur, consommé sans modération à mesure que la nuit avançait et que les inhibitions diminuaient. Ce n'était pas seulement la nourriture qui importait, mais tout l'environnement sensoriel. Des musiciens jouaient de la lyre et de la flûte, des danseurs exécutaient des ballets suggestifs, des poètes récitaient leurs vers, des acrobates divertissaient.
L'odeur de la viande rôtie se mêlait aux effluves des fleurs et des parfums délicats portés par les convives. Le toucher des tissus, le goût des épices rares, le son des rires et des conversations. Tout était orchestré pour enivrer les sens et créer une expérience inoubliable, ou du moins, mémorable. C'est à cette époque qu'un homme incarna la quintessence de cette nouvelle ère de luxe, Lucius Licinius Lucullus. Son nom est devenu synonyme de festin somptueux, et pour cause. Ce général et homme politique romain, après ses victoires en Orient contre Mithridate, revint à Rome avec une fortune colossale et un goût prononcé pour le raffinement oriental. Lucullus n'avait pas seulement de l'argent, il avait du savoir-faire. Il fit construire des jardins spectaculaires, des viviers ingénieux pour élever des poissons rares et exotiques, et employa des chefs capables de créer des chefs-d'œuvre culinaires. On raconte que lorsqu'il était seul, son cuisinier lui servait un repas aussi fastueux que s'il recevait des convives, car Lucullus dîne avec Lucullus. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, ayant invité Cicéron et Pompée, et qui lui demandèrent de ne rien préparer de spécial, Lucullus donna à son cuisinier une seule instruction: nous dînons dans la salle d'Apollon. Cela suffisait à indiquer le niveau de faste attendu, car chaque salle de sa villa était associée à un budget spécifique pour le repas. Sa vie fut une ode à l'hédonisme érudit, une recherche constante de la perfection sensorielle. Lucullus, avec son apogée culinaire, posa les jalons de ce que les empereurs viendraient à perfectionner, ou pervertir. Il s'agissait de l'hybride dans sa forme la plus élégante, une démonstration que la seule limite était l'imagination et la richesse. La société romaine, désormais maîtresse d'un empire s'étendant des déserts d'Afrique aux forêts de Germanie, était confrontée à un paradoxe. D'un côté, elle maintenait un idéal de astérisque virtu astérisque et de astérisque gravita astérisque, de l'autre, elle succombait au charme d'une opulence sans précédent. Des hommes comme Sénèque, le philosophe stoïcien, dénonçaient amèrement cette dérive. Il critiquait les banquets où les vomissements précèdent les repas, et où l'on vomit pour manger. Cette phrase, souvent citée, est devenue l'une de ces idées fausses communes sur les Romains. Car si certains, dans leurs excès les plus extrêmes, recouraient effectivement au vomissement pour faire de la place pour plus de nourriture, ce n'était pas une pratique courante, ni culturellement acceptée par la majorité des Romains. Ce n'était pas une pièce prévue du banquet, comme le astérisque vomitorium astérisque des amphithéâtres, qui était en réalité une sortie, mais plutôt un signe de gloutonnerie décadente et rare, généralement mal vue. Sénèque et d'autres moralistes utilisaient ces exemples extrêmes pour choquer et dénoncer la décadence croissante, les élevant au rang de mythes pour mieux critiquer leur époque. Pourtant, malgré ces critiques, l'attrait du luxe et le besoin d'afficher son statut étaient trop forts. Le repas était devenu un champ de bataille silencieux, où les fortunes s'affrontaient et où les alliances se nouaient. La présence à certains banquets pouvait signifier l'accès à un pouvoir insoupçonné, tandis que l'absence pouvait sceller le destin d'un homme. Des personnages comme Jules César, maître en l'art de la séduction et de la manipulation politique, utilisaient les banquets avec une habileté redoutable. Il n'hésitait pas à inviter des centaines, voire des milliers de personnes à des repas publics pour gagner la faveur du peuple ou consolider ses relations avec l'élite. Ces événements massifs, souvent organisés dans le forum ou dans des jardins publics, étaient une démonstration de générosité et de puissance, où la nourriture abondait pour tous, des sénateurs aux vétérans. C'était une stratégie brillante pour un homme qui aspirait à dominer Rome. L'empire se consolida, et avec lui, la centralisation du pouvoir autour de l'empereur. Le palais impérial devint le cœur palpitant de cette opulence. Chaque empereur, à sa manière, laissa sa marque sur l'art du banquet. Auguste, le premier empereur, tenta de restaurer un semblant de moralité et de modestie, mais même ses repas, s'ils étaient moins exubérants que ceux de Lucullus, n'en étaient pas moins raffinés et diplomatiques. Mais la voie était tracée. La grandeur de Rome, fruit de la conquête et de l'ingéniosité, avait paradoxalement ouvert la porte à des extravagances qui allaient, au fil du temps, éroder les valeurs mêmes qui avaient fait sa force. Le soleil de l'âge d'or romain, si éclatant fut-il, commença à projeter des ombres de plus en plus longues à mesure que les siècles avançaient. Nous entrons à présent dans une période de transformation tumultueuse, où l'excès atteignit des sommets vertigineux, où la peur et la paranoïa s'invitèrent aux festins les plus somptueux. Les banquets impériaux, jadis symboles d'unité et de célébration, devinrent souvent des scènes de cruauté débridée, de jeux de pouvoir macabres et parfois, d'actes d'empoisonnement d'une subtilité glaçante. C'est sous des empereurs comme Caligula et Néron que la décadence romaine atteignit son paroxysme et se mua en folie. Caligula, dont le règne fut marqué par une instabilité mentale croissante, transforma les banquets en théâtre de ses caprices les plus sombres. On raconte qu'il invitait ses convives pour les humilier publiquement, les forçant à manger des mets répugnants ou à assister à des exécutions improvisées. Il dînait avec sa jument Incitatus, nommée consul, lui offrant de l'avoine dorée et du vin pur dans des coupes précieuses. Son mépris pour les conventions et la dignité humaine était total.
et ces repas devenaient des épreuves pour ceux qui devaient y participer, oscillant entre l'horreur et l'absurdité grotesque. La faim n'était plus le moteur, ni même le plaisir, mais la terreur. Néron, autre figure emblématique de cette ère de folie, porta l'extravagance à un niveau presque mythique. Sa astérisque domus aurea astérisque, la maison dorée, construite après le grand incendie de Rome, était une merveille d'ingénierie et de luxe. Elle abritait des salles de banquet dont le plafond pivotait pour pleuvoir des fleurs et des parfums sur les convives, ou des mécanismes inattendus pour l'apparition de mets exotiques. Néron aimait les plaisirs de la table, mais surtout le pouvoir qu'il y déployait. Il organisait des banquets qui duraient des jours, où les convives étaient littéralement noyés sous le vin et les délices. L'atmosphère était celle d'un libertinage sans frein, où les orgies étaient monnaie courante, brisant toutes les barrières morales et sociales. Le vin, les femmes, les chants, la musique, tout était poussé à l'extrême, au-delà de toute mesure. Mais derrière ces façades scintillantes, l'air était souvent lourd de suspicion. Le poison était devenu un outil redoutable dans la lutte pour le pouvoir, particulièrement au sein de la famille impériale et de l'aristocratie romaine. L'histoire est parsemée de récits, souvent difficiles à vérifier, d'empoisonnements politiques. L'impératrice Livie, épouse d'Auguste, fut souvent soupçonnée d'avoir éliminé des rivaux potentiels au trône de son fils Tibère. Tacite, l'historien, dépeint un climat de méfiance généralisée, où même les simples salutations étaient observées, et les amis étaient méfiants les uns envers les autres. Le cas d'Agrippine la jeune, mère de Néron, est particulièrement frappant. Une femme d'une ambition féroce et d'une intelligence aiguisée, elle aurait orchestré l'empoisonnement de l'empereur Claude, son propre époux, pour assurer la succession de son fils. On raconte qu'elle aurait utilisé un plat de champignons, particulièrement apprécié par Claude, pour y glisser un puissant poison. Le destin se jouait à table, et le repas, ce moment de partage et de confiance, se transformait en un champ de mine mortelle. Imaginez la scène, le silence soudain qui s'abat sur la table, les visages figés, l'empereur qui s'effondre. La terreur glaciale qui s'insinue dans les cœurs de chacun des convives, se demandant si le prochain plat leur est également destiné. Pour contrer cette menace omniprésente, les empereurs et les puissants employaient des astérisques prégustators astérisques, des goûteurs dont la vie même dépendait de leur capacité à détecter le poison. Ces hommes, souvent des esclaves ou des affranchis, étaient les premiers à toucher la nourriture et le vin, agissant comme un bouclier humain contre l'assassinat. Leur position était enviable pour leur proximité avec le pouvoir, mais terrifiante. Chaque repas était une loterie. Leurs visages impassibles, leurs gestes mesurés, dissimulaient sans doute une anxiété permanente. Et même pouvaient être trompés par des poisons lents ou des substances qui imitaient des maladies naturelles. La science des poisons, la astérisque veneficia astérisque, était un art sombre et très développé. Des plantes comme la ciguë, l'aconite, la belladone, ou des substances comme l'arsenic étaient utilisées avec une expertise macabre, parfois dissimulées dans des sauces épaisses ou des vins fortement épicés. Ces événements dramatiques n'étaient pas les seuls à transformer la société romaine. La vie des non-élites, les millions d'hommes et de femmes qui formaient la plèbe, les artisans, les soldats, les esclaves, étaient bien loin de cette démesure. Tandis que les empereurs festoyaient avec des langues de rossignol, le citoyen lambda mangeait des pois chiches, du pain grossier, de la bouillie de céréales, et occasionnellement un morceau de porc salé. Leur vin était aigre et bon marché. Le coût humain de ces extravagances impériales était immense. Les ressources dépensées pour un seul banquet de Néron auraient pu nourrir des centaines de familles pendant des mois. Les esclaves, instrumentalisés à chaque étape du processus, de la culture des produits les plus rares à la préparation des plats les plus complexes, en passant par le divertissement des convives et le nettoyage, payaient le prix de cette soif insatiable de luxe. Leur labeur était invisible, leur existence souvent brutale, et leur vie valait moins que les parures d'une table impériale. Cette période de transformation fut aussi une époque de grande instabilité politique. Les guerres civiles, les coups d'État, les assassinats d'empereurs se succédaient à un rythme effréné. La peur n'était pas seulement celle du poison à table, mais celle de l'effondrement imminent. La décadence des mœurs et l'excès affichés par les empereurs furent souvent vus comme des signes avant-coureurs de la déliquescence de l'Empire. Sénèque, le grand penseur stoïcien, bien qu'il ait lui-même conseillé Néron un temps, finit par être une victime de la cruauté impériale. Contraint au suicide par Néron, il termina sa vie par un banquet stoïque, ouvrant ses veines dans un bain chaud, conversant sereinement avec ses amis jusqu'à son dernier souffle, contrastant l'ignominie de l'empereur avec sa propre dignité. Son destin symbolise ce conflit entre l'hybris du pouvoir et la recherche de l'humilité et de la vertu, un thème récurrent dans l'histoire de Rome. Le faste des banquets masquait de moins en moins les fissures béantes de l'âme romaine. Le cycle d'ascension et de chute se manifestait brutalement à chaque repas impérial, où le même plat pouvait signifier la gloire ou la mort. Les siècles filèrent,
Et la Rome qui avait connu l'apogée de sa puissance et la folie de sa décadence se transforma, lentement mais inexorablement. La grandeur d'antan s'effritait, non pas dans un fracas soudain, mais dans une succession de murmures, de secousses et de changements profonds qui allaient redéfinir la nature même de ses banquets et de sa civilisation. Ce n'est pas une chute simple et linéaire que nous observons, mais une complexité de facteurs qui ont remodelé les traditions et les mœurs. Le vent, autrefois porteur des senteurs de l'Orient, commençait à charrier les effluves de la peur et de l'incertitude. À partir du IIIe siècle de notre ère, l'Empire romain entra dans une période de crise. Les invasions barbares aux frontières se multipliaient, l'instabilité politique était chronique, et l'économie subissait des chocs répétés. Les ressources qui alimentaient jadis les banquets les plus somptueux devenaient plus rares ou plus coûteuses. Les empereurs successifs, loin de la démesure de Néron, étaient souvent des généraux endurcis, plus préoccupés par la défense des frontières que par l'organisation de festins extravagants. Les banquets n'ont pas disparu, mais leur nature commença à évoluer. L'ostentation était toujours présente. Car le pouvoir avait toujours besoin de se manifester, mais elle devint souvent plus fonctionnelle, moins débridée. La christianisation de l'Empire, qui s'accéléra sous Constantin au IVe siècle, apporta également un changement fondamental. Le christianisme, avec ses valeurs d'humilité, de charité et de modération, condamnait explicitement l'excès et le libertinage qui avaient caractérisé certains banquets païens. Les agapes chrétiennes, simples repas de communion, contrastaient fortement avec les festins orgiaques. Bien sûr, l'adoption du christianisme par l'élite ne fut pas instantanée ni totale. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Mais la pression sociale et religieuse a progressivement freiné les démonstrations les plus flagrantes de décadence. Le mythe des banquets romains survécut, certes, mais la réalité se transformait. Les élites continuaient de bien manger, mais les récits de vomissements et de cruauté diminuaient. Le savoir de la gastronomie romaine, compilé dans des ouvrages comme celui d'Apicius, se perdit progressivement ou fut réinterprété à travers une nouvelle lentille culturelle. Les banquets des derniers siècles de l'Empire d'Occident étaient toujours des événements importants, mais ils ressemblaient davantage à des réceptions protocolaires, des démonstrations de l'autorité impériale ou sénatoriale face aux délégués barbares, qu'à des orgies débridées. La méfiance persistait, bien sûr. Les complots et les assassinats étaient toujours une réalité politique, et le poison gardait sa place sombre dans l'arsenal des ambitieux. Mais la nature du risque avait changé. Ce n'était plus la folie d'un empereur dément, mais la froide logique de la survie politique dans un monde de plus en plus incertain. La vie quotidienne des Romains moyens, déjà si éloignés des excès impériaux, devint encore plus précaire. L'insécurité des routes, la perturbation des échanges commerciaux, la diminution des approvisionnements en provenance des provinces lointaines eurent un impact direct sur la table. Les produits exotiques devinrent inaccessibles pour la plupart, et même les denrées de base furent parfois rationnées. Le citoyen moyen se replia sur une alimentation plus locale, plus simple, reflet d'une époque de repli. Les artefacts de cette période tardive, les quelques ustensiles de cuisine retrouvés, les humbles poteries, racontent une histoire de résilience et d'adaptation plutôt que de faste. La fin de l'Empire d'Occident en 476, loin d'être un effondrement spectaculaire, fut l'aboutissement d'un long processus de transformation. Les banquets romains, dans leur forme la plus décadente, s'éteignirent avec la civilisation qui les avait enfantés. Mais leur héritage ne disparut pas complètement. Les coutumes de la table, les codes de l'hospitalité, l'idée même que le repas puisse être un lieu de pouvoir et de négociation, se transmirent aux royaumes barbares émergents, puis aux cours médiévales et aux monarchies modernes. Le savoir préservé de l'Antiquité romaine, souvent filtré à travers les copistes monastiques, a également influencé la cuisine et les manières de table des siècles suivants. Des recettes, des techniques de conservation, des associations de saveurs ont survécu, même si les excès de la astérisque prima mensa astérisque impériale furent relégués aux mythes et aux légendes. La décadence romaine est devenue une mise en garde, un récit moralisateur pour les générations futures, un exemple de ce qui arrive lorsqu'une civilisation perd le contact avec ses valeurs fondamentales et succombe à l'hybris. La perspective des non-élites, souvent oubliées, est cruciale pour comprendre cette transformation. Alors que les empereurs et les aristocrates se débattaient avec les questions de succession et de survie, les gens ordinaires continuaient de labourer leurs champs, de pêcher, de faire du commerce, et de partager des repas modestes avec leurs familles. Leur vie, marquée par le rythme des saisons et les caprices de la nature, rappelait la frugalité des premiers Romains. Le coût humain de l'Empire ne se mesurait pas seulement au champ de bataille, mais aussi à la table, où les excès des uns étaient bâtis sur le labeur des autres. L'histoire des banquets romains, de ses origines rustiques à son apogée décadente puis à sa transformation finale, est un miroir de l'Empire lui-même, un cycle d'ascension et de chute, de splendeur et de déclin, de libre arbitre et de destin inévitable. Astérisque, astérisque, astérisque. Et maintenant, nous voilà revenus.
Les ombres de la nuit ont continué leur lambalet, mais les échos des banquets romains résonnent encore, étrangement familiers, dans le monde qui nous entoure. Car si les convives aux toges brodées et les empereurs buveurs de poison ont disparu, les dynamiques qu'ils incarnaient persistent, tissant des fils subtils à travers les siècles jusqu'à nos propres tables. Regardez autour de vous. Les dîners d'État, les réceptions diplomatiques, les repas d'affaires, ne sont-ils pas des formes modernes du astérisque convivium astérisque romain? Des lieux où les alliances se nouent, où les hiérarchies se révèlent, où l'ostentation discrète ou éclatante demeure un outil de pouvoir. Certes, le danger physique a diminué, les goûteurs sont une relique du passé, mais la pression sociale, l'envie d'impressionner, la quête d'un statut par le biais d'un repas raffiné demeurent palpables. Les menus dégustation des grands chefs, avec leurs ingrédients exotiques et leurs présentations artistiques, ne sont-ils pas les lointains descendants des banquets de Lucullus, une ode à la créativité et à la démesure des sens? Les histoires de décadence et d'excès romains continuent de nous fasciner, non seulement pour leur aspect spectaculaire, mais parce qu'elles nous renvoient à nos propres questionnements. Où se situe la limite entre le plaisir légitime et l'orgie destructrice? Entre l'ambition saine et l'hybrid dévastateur? Le mythe du astérisque vomitorium astérisque, bien que souvent mal interprété, témoigne de notre fascination pour cette idée d'une Rome si excessive qu'elle en perdait le sens de la modération. Cette correction de l'idée fausse ne diminue pas la puissance du symbole. Elle nous invite à une compréhension plus nuancée de la complexité humaine. La nourriture, hier comme aujourd'hui, est bien plus qu'une simple subsistance. C'est un langage. Un langage d'amour et de partage dans l'intimité familiale, un langage de pouvoir et de négociation dans les sphères publiques, un langage d'identité et de culture. Les étranges secrets des banquets romains nous rappellent que derrière chaque assiette, chaque verre, se cachent des histoires. Des histoires de labeur et de survie pour le peuple, des histoires d'ambition et de trahison pour l'élite, des histoires de délices inouïes et de poisons insidieux. Ces échos modernes nous murmurent que le cycle d'ascension et de chute n'est pas qu'une notion historique, mais une réalité humaine constante. Que le coût humain des grands événements n'est jamais nul, même s'il est souvent oublié. Et que le savoir préservé de ces époques lointaines, qu'il s'agisse de recettes ou de récits moraux, est une boussole pour comprendre notre propre chemin. Les banquets romains, dans toute leur splendeur et leur horreur, nous offrent une fenêtre sur une civilisation complexe, dont les dilemmes résonnent encore. Ils nous invitent à une forme d'humilité, nous rappelant que même au sommet de l'Empire, l'âme humaine restait un mélange intemporel de lumière et d'ombre. Et maintenant, l'histoire se termine. Bonne nuit.